Super, bonsoir, bonjour. Bonjour à tous, merci d'être encore là pour cette une des dernières conférences de la journée. Ouais, une des dernières, c'est pour ça que je n'étais pas sûre. Donc pour cette conférence, donc quelle place a Bitcoin dans le débat politique national et international? Et donc avec moi pour en parler, donc Pierre Persson, vous êtes ex-député LREM. Christophe, alors j'ai oublié de vous demander comment ça se prononçait. De Beuquelaar, député Les Engagés au Parlement Bruxelles. Et enfin, Jean-Marie Cambacérès, vous êtes ancien député, vous êtes spécialiste des questions asiatiques. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus ici pour parler Bitcoin, puisque c'est un peu le sujet de la conférence. Première peut-être question, c'est aujourd'hui on parle beaucoup d'inflation, on parle de perte de confiance, on parle de crise énergétique. Est-ce que c'est pas le moment de parler de Bitcoin ? Ah d'accord, c'est moi qui fais l'introduction. Bon, bonjour à tous. Je sais pas, parce que en fait le vrai sujet, c'est est-ce que Bitcoin est une valeur refuge? Et en ce sens, son côté protéiforme, et je retirerai pas ce qu'a dit Charles Gave sur le sujet, parce que c'est un peu la spécificité de Bitcoin. Bitcoin, on peut lui retrouver refuge de valeur, on peut considérer qu'il est monnaie, on peut considérer qu'il est actif. En fait, il est tellement protéiforme et il correspond aussi à nombreux endroits à la croyance que l'on a en fait de Bitcoin, que il n'a pas qu'un seul aspect. Donc non, je pense pas qu'aujourd'hui, face à l'inflation, on puisse dire qu'il y ait des ressorts qui soient extrêmement puissants. En tout cas, ils n'ont pas été prouvés d'un point de vue financier. Je pense que peut-être qu'à terme, ça sera le cas. Peut-être que l'évangile auto-professé se réalisera et Bitcoin deviendra valeur refuge parce que valeur mondiale, parce qu'une partie de la valeur ira, enfin la valeur mondiale ira se stocker en son sein. Mais de ce que je lis des économistes aujourd'hui, Bitcoin n'a pas, dans un cycle inflationniste, démontré sa capacité à protéger. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de Bitcoin ? Qu'est-ce qu'on entrevoit et quelle politique on noue autour de Bitcoin? Je pense que ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu. Il y a des pays qui, aujourd'hui, entrevoient une vie avec Bitcoin, avec leur communauté, avec leurs institutions. C'est pas le cas en Europe. Mais je pense que c'est plutôt là le sujet, c'est où est-ce qu'on voit Bitcoin dans 10 ou 20 ans dans un régime démocratique, social, etc. Et quelle valeur on lui donne, plus que simplement l'aspect économique de Bitcoin qui pourrait nous hedger contre l'inflation. Oui, je pense qu'il y a deux éléments que je voudrais rajouter. C'est que aujourd'hui, pour la grande masse, pour la population, dans cette période d'inflation et d'incertitude globale, c'est perçu comme quasi parfois indécent de parler de Bitcoin et de parler de tous ces marchés financiers, de ces nouveaux actifs financiers où les gens, en tout cas moi je le vois très bien dans mon travail au jour le jour, les gens disent « mais enfin, M. de Beuquelaar, vous n'avez pas d'autre chat à fouetter que de venir nous parler d'un actif qui monte et qui descend, et qui c'est juste là pour les spéculateurs et bon, tout ce que vous entendez là autour ». Ça c'est un premier point. Deuxième point, moi je pense quand même que la période d'incertitude, mais pas seulement l'inflation, mais l'incertitude géopolitique, etc., qui s'annonce dans les prochaines années, est quand même un élément majeur qui pourrait en tout cas faire comprendre aux gens l'intérêt d'une monnaie décentralisée où il y a moins d'influence des États, etc. Donc je pense quand même qu'on rentre dans une période où même l'Occident riche et stable va peut-être commencer à se poser des questions plus fortes que ce qu'elle se faisait avant. Jean-Marie. Oui, d'abord, bonjour à vous tous. Je ne sais pas si ça marche. Bonjour à vous tous. Moi, je remercie tous les organisateurs de m'avoir invité, mais je ne suis pas du tout un spécialiste, surtout avec des maîtres comme Pierre Persson à côté qui m'apprennent des choses chaque fois que je le rencontre. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'a invité, c'est-à-dire que je ne suis ni un généraliste de la spécialité, ni un spécialiste de la généralité. Mais j'ai découvert par le green mining le Bitcoin, donc par l'industrie finalement. Et comme j'étais avant un peu spécialiste des aides aux entreprises françaises dans les pays d'Asie et en Afrique, je me suis dit pourquoi pas pour le green mining. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une énorme utilité, mais ça on en parlera demain dans un autre débat. Et donc petit à petit, en rencontrant des équipes, je me suis un peu penché sur ce qu'était le Bitcoin. Donc je répondrai un peu comme Pierre, c'est-à-dire que dans l'état actuel des choses,
ma réponse à votre question, ça serait non. Bon, après, on peut discuter longuement, mais ça serait non. Par contre, dans certains pays, le Bitcoin lui-même est quelque chose de très important. Parce qu'ils ont des inflations. Nous, on dit qu'on a beaucoup d'inflation. Mais si vous avez au Venezuela, par exemple, c'est pire. Et donc, là, le Bitcoin peut avoir une utilité. Et en Afrique aussi, dans les pays, notamment, où il y a très peu de bancarisation de la population. Donc, voilà, pour le moment, je répondrai non à votre question, mais avec des ouvertures pour l'avenir, ça peut le devenir. Et c'est aussi pour ça que c'est jamais été un sujet de campagne. On en sort il y a quelques semaines. Bitcoin, je ne sais pas non plus en Belgique. Est-ce que voilà, c'est juste pas un sujet, donc. Bah, toute la question monétaire, toute la question même plus largement de la finance n'est jamais un sujet dans les parlements, dans les débats politiques, dans les interactions avec les citoyens non plus. On ne nous pose pas de questions là-dessus parce qu'on ne le met pas à l'agenda. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une grande incompétence, une grande inculture financière dans la société en général. Ça se reflète dans la politique, mais j'ai quand même la faiblesse de croire, et enfin, je vous le dis, que c'est dans la société en général, où on ne comprend pas les mécanismes monétaires, l'impact que ça a sur notre quotidien. Et donc, en fait, avec le Bitcoin et les cryptoactifs, vous mettez ensemble deux mondes, le monde financier qu'on ne comprend pas et le monde technique, informatique, numérique, que surtout la classe dirigeante, qui a en général un âge un peu plus avancé, a moins d'affinité avec. Vous mettez ensemble ces deux mondes, ça devient très compliqué d'avoir des débats intéressants et intelligibles. Et donc, je pense que c'est ça la base. Et c'est ce que voilà, moi, en tout cas, si je m'intéresse à Bitcoin, c'est surtout pour cette question de la culture financière. Je me bats beaucoup pour qu'on fasse rentrer dans les cursus scolaires et dans les écoles des cours de base de la finance, pour que petit à petit, les gens, quand on parle, on sache faire la différence quand même entre une obligation, une action, un Bitcoin et l'inflation. Enfin, tous ces mots qui, pour nous ici, et si vous venez, j'imagine, ça vous intéresse, mais pour la majorité de la population, ça reste une grande boîte noire. Ouais, non, pardon, excuse-moi Jean-Marie. Après, tu parleras peut-être du Parlement il y a 10 ans, mais je pense que c'était la même chose. Nous, en commission des finances, jamais on a parlé de la politique monétaire. C'est stupéfiant à la fois, parce que c'est abyssal dans la mesure où aujourd'hui, la politique monétaire a une influence, une incidence sur le quotidien des gens qui n'est pas débattue d'un point de vue démocratique. Et c'est ça qui est passionnant avec le Bitcoin, au-delà de simplement de l'objet en tant que tel, c'est qu'il remet au centre de la pièce, au centre du débat politique, en fait, la politique monétaire. Et on vient de se poser des questions que très souvent nos concitoyens ne se posent pas. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la politique monétaire, parfois Christine Lagarde est interrogée auprès du Parlement européen, mais jamais en commission des finances, on parle de la politique aujourd'hui monétaire. Et donc il y a un vrai sujet démocratique sur cet aspect-là. Et le politique se consacre à une seule chose, qui est la politique budgétaire. Et alors que c'est deux faces de la même pièce. La politique budgétaire et la politique monétaire sont interconnectées. Et très souvent, d'ailleurs, la politique monétaire est en incidence de la politique budgétaire, alors qu'il devrait y avoir en fait une discussion démocratique sur la politique monétaire. Prenons l'exemple qui s'éloigne du Bitcoin, mais des CBDC. Ce qui est passionnant, et terrifiant à la fois aussi, c'est qu'on serait en capacité aujourd'hui d'inventer un nouveau modèle monétaire, pas en termes de paradigme d'émission, mais presque, parce que si le CBDC sont des émissions, enfin c'est une émission à l'intention des retail, dans ce cas-là, il y a un nouveau paradigme monétaire, mais surtout en termes d'objets, il n'y a absolument aucun débat politique sur la nature de cette CBDC. Est-ce qu'elle sera centralisée, décentralisée? Est-ce qu'elle sera anonyme, pseudonyme? Est-ce qu'elle sera totalement transparente pour les États? Tous ces sujets, en fait, sont des sujets qui devraient être tranchés dans les urnes quand on a une démocratie. Et donc, je pense que c'est l'objectif premier en termes d'éducation. Bitcoin réveille les esprits à la chose monétaire, et je pense que c'est une bonne chose. Oui, à l'époque où moi j'étais au Parlement, c'était pire. Parce que là, on a quelques-uns, très peu, parce que je pense qu'à part Pierre, je ne connais pas beaucoup de députés qui sont au courant du fonctionnement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'y mets maintenant. Parce que je me dis, il y a quelque chose beaucoup à expliquer d'une manière décentralisée, démocratique. Et alors, moi, j'étais plus au Parlement, mais j'étais au Conseil économique, social et environnemental, qui est la 3e assemblée de la République, mais là où c'est les représentants des organisations socio-professionnelles, et j'étais président de la commission des finances européenne et internationale. Et on a fait un avis avec
Benoît Tulin, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était l'ancien président du Conseil national du numérique. Il était dans ma section et donc on avait décidé cet avis. On est allé le présenter à Bruxelles et on s'est aperçu qu'en fait, c'est ce que disait, je crois, Faustine ce matin, c'est que les gens ne sont pas forcément opposés à tout ça. C'est plutôt qu'ils ne connaissent absolument pas. Et donc il faut être dans le débat et bien en amont pour éviter des décisions technocratiques avec des gens qui ne connaissent rien et qui raisonnent sur des concepts passés. Parce que bien sûr, on vous parle toujours du blanchiment, on parle toujours du financement du terrorisme. Qui va être pour le blanchiment, qui va être pour le financement du terrorisme? Simplement, le Bitcoin, c'est pas du tout ça. Et donc, il faut leur expliquer qu'au contraire, moi, après la mission, vous avez peut-être vu dans les documents qu'on vous a donnés, j'avais organisé une mission avec Sébastien Bouspillou au Centrafrique. Mais après, en revenant, moi, j'ai fait une réunion au Trésor avec Tradfin et avec la Banque de France. Parce que les gens m'ont dit, mais attends, tu t'es fait instrumentaliser, il y a Wagner derrière. J'aurais dit, écoutez les amis, je suis allé 7 fois en Corée du Nord, donc je ne me suis pas fait instrumentaliser. C'est pas en allant une fois au Centrafrique que je le ferai. Et en fait, j'aurais appris même des choses sur le green mining. Donc en fait, il faut discuter. Alors il y a des intérêts qui feront qu'il y en a certains qui ne bougeront jamais. Mais petit à petit, avec les jeunes générations, moi je pense que c'est de l'intérieur que le Bitcoin se développera et les crypto-monnaies, de l'intérieur du système. C'est-à-dire plus on l'utilisera, plus il y aura de gens qui l'utiliseront, plus il y aura de sociétés, plus il y aura des institutions financières. Ben, un jour ou l'autre, les banques centrales diront bah, ben, OK, on y va. Donc voilà. Vous, en Belgique, justement, nous en France, on a quelques députés qui seront sur les doigts de la main, je crois. Et puis en plus, Pierre n'est plus là. À Bruxelles, en Belgique, vous en avez aussi beaucoup. Et qu'est-ce qui fait que, j'imagine qu'il n'y en a pas non plus des tonnes, mais qu'est-ce qui fait qu'effectivement, il n'y ait pas autant de gens de politiques qui s'y intéressent? Oui, en Belgique, il se passe rien à ce niveau-là, ou presque. Je pense que le débat MiCA, finalement, a quand même un peu réveillé les esprits, a quand même un peu bousculé les choses. Il y a quand même des courriers qui ont circulé, et donc l'attention qui a été attirée. Donc je vois quand même l'un ou l'autre député qui commence à se poser des questions d'un peu plus près. Mais voilà, je pense que non, le manque d'intérêt, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est la complexité du sujet, c'est l'inconscience de l'impact des questions monétaires sur nos vies quotidiennes et donc voilà du coup un désintérêt global sur la question. La seule façon dont on s'intéresse à tout ce monde-là, c'est par le biais de la fiscalité. Là, les députés s'y intéressent et se posent des questions, mais c'est tout. Pierre, vous avez fait plusieurs rapports d'ailleurs sur les cryptos, le dernier sur la finance décentralisée. Ça a vraiment ça a un écho, ça a quelque chose auprès de vos ex-pairs maintenant? Bon, déjà, ça évite les rapports qu'on a connus sur Internet, qui faisaient prévaloir le Minitel. Donc, il y a déjà un avantage, c'est qu'au moins, si l'évangile Satoshi se réalise, au moins ça aura été marqué quelque part et on n'aura pas eu l'inverse. Mais après, non, je pense que la mission du parlementaire, c'est pas simplement de voter la loi, c'est aussi d'essayer de faire un travail d'éducation. Le problème, c'est que j'ai eu plus de temps à éduquer finalement mes pairs que nos concitoyens qui, pour certaines parties, quand même, aujourd'hui, ont une propension à se tourner vers les cryptos en général et en détiennent. On l'a vu les derniers chiffres. Donc la vraie question, c'est d'essayer de faire de l'éducation, d'expliquer en quoi aujourd'hui on est face à un changement de paradigme. Alors, on peut être un changement de paradigme monétaire si on est maximaliste sur le Bitcoin, mais généralement dans les cryptos, on est sur une étape aujourd'hui de transformation du modèle financier et aussi avec des conséquences en termes de gouvernance dans l'économie qui seront majeures. Et donc le principal rôle du député, c'est aussi de donner un peu de la vision. Moi, ce que je reproche toujours aux politiques, je pense qu'en ça, j'ai pas mal de différences avec Charles Gave sur l'analyse, etc. Mais en ça, je le rejoins sur certains points, qui est de dire le politique, ça doit être un visionnaire. Il doit accomplir en fait une vision. Il n'est pas là pour traiter en fait le tout courant tous les jours. Il est aussi là pour se projeter en se disant cette innovation qu'est le travail aujourd'hui de la R&D fait par les entrepreneurs, les techs, etc., ça va nous mener à quel monde et quel monde demain on veut. Aujourd'hui, le problème du politique, c'est qu'il ne réfléchit pas du tout à ça. Il va s'intéresser en effet à la question de savoir quelle va être l'incidence fiscale pour la rentrée d'argent, parce qu'il y aura des bitcoiners qui ont fait une maxi plus-value latente et puis qu'elle n'est pas très fiscalisée, ou alors le régime n'est pas, pas clair. Donc ça, ils vont s'intéresser. Mais au-delà de ça, ils ne se posent pas du tout de la question de savoir quel impact social ça va avoir. Et donc, l'objectif aussi de ces rapports,
c'est pas simplement de caler les tables, c'est de permettre finalement de dresser un bilan sur l'état aujourd'hui de la techno et qu'est-ce que ça dit que cette techno sera demain avec ses conséquences. Exactement ce que vient de dire Pierre, c'est que moi je ne suis pas du tout un spécialiste. Lui, oui, la législation à Bruxelles aussi, etc. Moi, non. Par contre, j'ai vécu l'affaire Internet, où l'Europe et la France ont raté le coche, alors que sur le plan d'individus, des chercheurs et tout, on aurait pu. Mais avec la législation qui voulait contrôler la pornographie, le machin, le truc, finalement, on a laissé se développer tout ça aux États-Unis. Et je ne voudrais pas, c'est ça mon idée, qu'on refasse la même chose avec la blockchain, avec les crypto-monnaies, avec Bitcoin, qu'en voulant soi-disant réguler pour 2 ou 3 points qui de toute façon ne seront jamais régulés, le premier soir, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, quand le président de Ledger disait les 10 prochaines années, c'est la sécurité sur Internet qui va être le problème. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un qui fera les hackers, tout ça, etc. Donc, on sait très bien qu'on ne réglera jamais rien. Mais surtout que la législation ne fasse pas partir tous les créatifs ailleurs et qu'on rate encore cette période. Tu vois, c'est ça mon idée. Et on a fait un avis avec Benoît Tulin, qu'on est allé présenter à Bruxelles d'ailleurs, c'était l'autonomie numérique de l'Union européenne. Bon, alors, les gens te disaient, il n'y a qu'à faire des GAFA européens. On leur disait, mais ça c'est il y a 20 ans. Jamais vous n'arriverez à faire un GAFA européen. Tu vois, on ne peut plus, c'est trop tard. Par contre, on peut réguler eux, mais surtout, il ne faut pas rater la suite. C'est-à-dire la blockchain, le bitcoin. Ça, on disait ça. On disait ça là, il y a 3 ans. Donc, on est dans cette période. Et c'est là l'enjeu. C'est pour ça que moi, qui suis un novice dans tout ça, mais sur le plan politique, je connais les réseaux et tous ces gens-là, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Même s'ils ne comprennent pas, il ne faut pas qu'ils bloquent tous ceux qui comprennent. Sinon, ils vont partir ailleurs, aux États-Unis, en Suisse et ailleurs. Tu vois. Donc voilà, c'est un des enjeux très importants de l'avenir. Et ce qui se passe peut-être aux États-Unis, si on peut élargir, et peut-être après on parlera un peu de l'Asie, puisque vous connaissez bien, est-ce que justement les politiques là-bas sont... Est-ce que le discours est différent, justement, il y a plus de débats, ou alors on est sur les mêmes questions de fiscalité, etc. Est-ce que... Voilà. Honnêtement, je ne sais pas vraiment répondre, parce que je ne suis pas du tout un connaisseur de la situation là-bas. Tout ce qu'il y a, c'est sûr, c'est qu'il y a une autre culture de la prise de risque où en Europe, c'est sûr qu'on est plus en train de regarder chaque fois ce qu'on est en train de risquer de perdre que le potentiel de ce qu'on a gagné. Et donc, ça se traduit dans les réglementations qu'on fait passer. Mais honnêtement, je ne sais pas si toi, Pierre, ou toi, tu as plus d'infos sur les États-Unis. Les États-Unis sont pragmatiques. Ils n'ont toujours pas à réguler, en fait. Il y a un régulateur qui est assez intransigeant sur la question des securities, donc on ne peut pas dire qu'en fait le régulateur ne fasse rien. On a vu toutes les sanctions qui sont quand même qui sont tombées. Après, ils n'ont toujours pas légiféré sur la question. Et d'ailleurs, eux attendaient plutôt, à mon avis, que MiCA se stabilise et que la législation européenne soit claire pour se dire comment est-ce qu'on peut se différencier. On discute avec le policy maker de Facebook. Ce dernier, il me dit il n'y aura pas d'accord sur les stablecoins d'ici la prochaine année. Donc en fait, nous, on a un texte applicable, MiCA, sur notamment les stablecoins, entre autres, en 2024. Et les États-Unis, ils réguleront ça à l'aune en fait, du pragmatisme. Donc on est dans 2 mondes, tu as raison. Et en fait, en ce moment, je vois 2 mouvements qui, moi, me terrifient. Le premier, c'est vouloir protéger les gens malgré leur absence de volonté d'être protégés. C'est-à-dire que la chose publique voudrait venir en fait protéger, par exemple, je sais pas, prenons un investisseur DeFi, pour moi il n'a pas besoin d'être véritablement protégé, ou en tout cas pas de la même façon. Bien entendu, ces derniers mois ont démontré qu'il y avait des écueils dans la régulation de notre écosystème crypto, qui d'ailleurs ne correspondaient pas à la promesse initiale de transparence, de justice, etc., avec des acteurs centralisés qui ne se sont pas bien comportés. Et donc, ça plaide pour une régulation, mais l'acteur qui investit en DeFi, il n'a pas besoin d'être protégé. Il sait très bien qu'en fait, le smart contract, il y a un risque qu'il puisse se faire hacker, qu'il pourra perdre ses fonds. S'il est exposé à tel pool de liquidité, etc., il peut y avoir des problèmes inhérents à ce type de dispositif. Donc, ça ne sert à rien de vouloir protéger aujourd'hui des personnes qui connaissent en fait le risque. Et le deuxième
pendant qui aujourd'hui je vois poindre d'un point de vue en fait numérique et surtout transactionnel, c'est clairement une vision qui moi me perturbe par rapport au droit de propriété. Quand on voit la volonté sur TFR par exemple, Transfer of Fund, qui est le texte de dire on va superviser toutes les transactions entre les on-hosted wallets et les acteurs centralisés, au-delà même en fait des réglementations bancaires traditionnelles, c'est-à-dire qu'on fait péter tous les seuils et on supervise toutes les transactions au-delà de 1 000 €, bah, déjà j'ai un problème parce que normalement c'est le juge judiciaire qui est en capacité en fait, de superviser ça, c'est pas l'État en tant que tel, c'est une autorité indépendante. Et d'autre part, ça veut dire qu'on a une volonté pour se protéger face à peut-être 0,2% d'activité délictuelle, on a la volonté en fait de faire peser une présomption de culpabilité sur tous ceux qui utilisent aujourd'hui ces outils et qui font des transactions avec. Et donc, on peut se poser la question, c'est pas la même chose avec Tornado, de se dire, est-ce que dans la détention de nos actifs, tant d'un point de vue bancaire, mais aussi avec certains acteurs de la crypto, est-ce qu'il y a un véritable exercice du droit de propriété sur ce qui nous appartient? Quand on peut bloquer nos fonds, quand on peut faire peser une présomption de culpabilité qui est souvent exercée par les banques aujourd'hui sur les détenteurs de crypto, bah, je me dis, en fait, moi, je ne suis pas souverain sur mon argent. Et ça me pose un problème d'un point de vue simplement du droit constitutionnel français. Oui. Moi, je pense qu'il va quand même falloir faire à un moment donné de la lumière aussi. C'est pas Pierre, toi tu as peut-être un peu plus d'infos, je sais pas de tout le travail que tu as fait sur Mika, mais de voir quelles ont été les influences dans l'écriture de ce texte, hein, parce que on a quand même vraiment l'impression de se retrouver en Europe les dindons de la farce mondiale quelque part de ce grand marché financier qui est en train de naître. Et donc je me demande quand même quels ont été les lobbies, les influences à l'œuvre. Je pense qu'il y a des choses dont on ne se rend pas trop compte, mais qui font en sorte qu'en effet, il y a notamment par exemple les Américains qui se retrouvent vachement avantagés. Qu'est-ce que tu en sais, Pierre? En fait, la question des lobbies ou l'identification de lobbies, j'aime pas trop. Nos opposants disent c'est le lobby du Bitcoin. Moi, j'ai tendance à dire il y a un peu de lobby bancaire. Voilà, donc je pense qu'en fait, il y a un léger déséquilibre simplement dans aujourd'hui le rapport de force. Et très certainement que quand vous parlez à l'industrie bancaire, il y a une incompréhension aujourd'hui du monde qui arrive. Il y a un risque pour eux à la fois réputationnel et de sanctions qui existe, mais surtout il y a la volonté quand même de défendre un modèle qui est le leur. On le voit bien dans le rapport de force qui se joue entre les banques aujourd'hui et la BCE sur l'euro digital de Banque Centrale. Il n'y a pas de volonté aujourd'hui que cet euro digital de Banque Centrale, dont la tenue de compte serait au sein de la BCE, dépasse en fait les 3 000 €. Parce que en fait, ça retirerait une utilité aux banques commerciales. Donc il y a bien entendu un jeu de rapport de force qu'on ne voit pas dans les médias toujours. Après, il n'y a pas des gens qui manipulent d'autres gens, mais je pense que c'est des grosses masses qui s'achoppent. Et bien entendu que je pense que le secteur bancaire est sorti triomphant de la négociation avec Mika. Et quand j'entends certains acteurs politiques français ou européens dire il y a un lobby du Bitcoin, moi, le doigt, je le vois plutôt du côté du lobby bancaire. Donc voilà. Et après, la vraie question, c'est qu'advient ce monde? Est-ce qu'il y a une rencontre des deux où notre monde crypto, en fait, merge avec le monde bancaire? Ou est-ce que le monde bancaire traditionnel ou la finance traditionnelle vient à exploser en éclats parce qu'il est remplacé par une révolution totalement schumpeterienne qui est celle de la blockchain? Moi, je pense que pour nos intérêts respectifs, on a intérêt à avoir une transition qui se passe un peu plus dans la douceur. Mais pour cela, il faudrait quand même que les acteurs bancaires commencent à faire le nécessaire pour ouvrir des comptes, pour même simplement s'intéresser en fait à cette techno. Oui, moi je suis assez d'accord avec toi, parce que c'est une période quand même qui va durer quelques années. Donc les choses vont être, il va y avoir les deux pendant un moment, donc c'est pas la peine de se fâcher ou d'attaquer les uns et les autres. Moi je pense que plutôt c'est en faisant de la formation, en allant voir les uns, les autres, en leur expliquant que c'est pas contre, que c'est alternatif, que ça prendra du temps. Bon, je pense que c'est un peu comme ça. Bon, j'ai envie de faire une association qui serait crypto et francophonie, parce que on en parlait, mais bon, là, on a des spécialistes. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Internet, qui ne connaît pas les cryptos, qui ne connaît pas Bitcoin,
déjà, c'est compliqué. Alors, en plus, le vocabulaire employé qui est toujours en anglais et tout, etc., il faut expliquer doublement les choses. Et ça, c'est pas négligeable au niveau des Européens. Les Européens, vous disiez, c'est les Américains qui ont profité. Bon, c'est peut-être pas comme ça que ça se fait, mais en tout cas, ils sont devant quelque chose dont ils ont peur, entre guillemets. Tu vois, un peu. Ils ont peur d'être remplacés par quelque chose de nouveau. Donc, il faut expliquer, faire de la transition, montrer que c'est pas contre, mais c'est alternatif, que ça prendra peut-être du temps et que ça peut être utile. Parce que je crois que le problème du Bitcoin, d'ailleurs, on peut être attaqué par les écologistes aussi. Il n'y a pas que les lobbies, il n'y a pas que les lobbies financiers et tout. Tu vois. Il faut qu'il y ait une utilité sociale. Parce que s'il n'y a pas d'utilité sociale, au bout d'un moment, on vous dit mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous utilisez de l'énergie et tout, etc. Donc il faut que l'utilité sociale soit prouvée petit à petit. Alors, dans les pays super développés, ça sera peut-être un peu plus long, mais dans d'autres, je peux vous dire que l'utilité sociale, elle y est déjà. Elle y est déjà. C'est très, 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 très utile et très demandé. Moi qui suis en train de faire avec d'autres le tour de plusieurs pays africains, vraiment au contraire, c'est quelque chose qu'ils souhaitent. Et plus on fera ça, je pense que mieux ça passera. Bon, on verra bien. Hein. Mais ça va durer longtemps. Je m'excuse, mais des fois, en s'amusant avec des amis, je leur dis, je pense qu'on est à une période comme la fin de la chute de l'Empire romain. Parce qu'il y a à la fois ces problèmes de monnaie, hein, bon, de technologie, de géopolitique, on voit bien que le monde change, climatique, qui vont... Et donc, mais la chute de l'Empire romain, ça a pris quand même 200 ans ou 300 ans. Donc, même si nous, on est dans une période transitoire, on y est pour un moment, en tout cas nous qui sommes là avec nos âges respectifs, on y est en plein dedans et ça va durer. Donc, on ne va pas avoir un monde alternatif qui va remplacer l'autre, comme tu dis, schumpeteriennement. Là, c'était des mots trop. Mais non, ça, j'y crois pas. Je crois que ça va durer et donc, chacun a à se positionner et à trouver des législations qui nous permettront d'avancer. Mais même au niveau de Bruxelles, bon, Christine Lagarde, elle a dit que bon, c'était très, très mauvais. Mais par contre, il y a un autre commissaire européen qui a dit qu'au contraire, c'était pas mauvais. Donc, on va avoir des débats en interne aussi, y compris dans les banques centrales, y compris dans les banques, etc. Donc voilà, c'est à nous d'avoir une dynamique positive si on croit à ça, ce qui est notre cas. Il faut quand même regarder d'où on vient. Enfin, je veux dire, il y a 5 ans, on rappelle quand on parlait du sujet, il n'y avait personne. Ouais. On était tout seul, on n'était pas capable de réunir une salle comme ça et de créer des événements comme Surfing Bitcoin. Donc on voit bien que aujourd'hui la tendance, elle se démocratise et c'est une bonne chose et que le débat, il s'installe partout. Je voyais que le dernier régulateur de la SEC venait d'être embauché dans un fonds crypto, si je ne me trompe pas. On voit bien qu'il y a des porosités qui vont se faire et demain, le sujet sera plus aussi clivé. Il y a des banques françaises qui sont en train de se réveiller, espérant que les principales le suivront. Mais on voit bien que ça va commencer à se généraliser. La position du Crédit Agricole ne va pas rester majoritaire. En tout cas, je ne l'espère pas. Je crois tout à fait. Moi, mon mentor sur le sujet qui m'a un peu ouvert les yeux sur tout ça, c'est Ramon Junqueira que je pense Pierre t'a rencontré et qui a fait l'inauguration de la Brussels Blockchain Week, la première semaine blockchain qu'on a organisée à Bruxelles il y a quelques semaines. Et lui, il prend toujours l'image de l'arbre qu'on greffe. Hein, et il dit on doit profiter des racines de l'arbre et du tronc de l'arbre qui est encore là et qui peut aider et qui peut être qui peut donner de la force et puis greffer le nouveau monde financier qui va donner des nouveaux fruits à ce vieil arbre qui donnait plus que des petits fruits rachétiques qui n'intéressent plus personne. Et donc si on a juste la greffe en main, on ne sait pas faire grand chose. Si on a juste un arbre qui est en train de mourir, on ne sait pas faire grand chose. Par contre, avec les deux, voilà. Donc ça c'est pour montrer qu'en effet, il faut absolument avoir cette alliance entre les deux. Et moi, je suis positivement surpris parce que en Belgique, j'arrête pas évidemment de conscientiser les citoyens et le monde financier et politique sur l'arrivée du nouveau monde de ce nouveau monde financier. Par contre, je pensais ici devoir délivrer le message contraire et dire bon ben ouvrez-vous un peu les hyper bitcoiners là, les maximalistes, ouvrez-vous un peu à ce monde financier traditionnel parce que ça va pas se passer de la façon schumpeterienne.
Et je suis positivement surpris. Tout l'après-midi, j'étais dans cette salle quasi, à voir les présentations, jusqu'à même Richard Détente qui nous fait un yin et un yang qui s'épousent l'un l'autre avec le nouveau et l'ancien monde. Et donc, je pense que je suis positivement surpris de voir quand même que transpire de ce que j'ai vu ici pendant cette conférence depuis hier, quand même une volonté et une conscience de ça. Donc, je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Et comment est-ce qu'on peut faire encore plus? Tu disais, enfin, vous disiez, Pierre, il y a encore 5 ans que effectivement, il y avait très peu de débats, il y avait très peu de gens qui s'y intéressaient au niveau politique. Comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour que ça grandisse encore plus? Par quoi ça doit passer? Est-ce que ça doit toujours encore passer par de la fiscalité, toujours de la régulation? Est-ce que ça doit passer par de l'investissement dans des startups? D'ailleurs, il y en a beaucoup ici. Par quoi? Je pense que c'est les cas d'usage. La crypto, elle viendra à ma grand-mère quand il y aura des cas d'usage qui, dans son quotidien, lui permettront d'utiliser la crypto et de manière simple. Et c'est comme tout, on voit bien que acheter du Bitcoin actuellement, c'est beaucoup plus simple que ça l'était en 2014, et que en 2014, c'était beaucoup plus simple qu'en 2012. Tous les produits financiers qui sont en train d'être développés autour aujourd'hui de la blockchain démontrent que demain il y aura plein de cas d'usage. Donc c'est l'usage qui doit permettre. Mais moi, mon mot principal, notamment à l'égard de la communauté, et pas simplement en Bitcoin, c'est dire veillons à ne pas reproduire quand même les travers de la finance traditionnelle au sein de cette nouvelle finance. Je pense que les dernières semaines ont démontré quand même et pas le meilleur visage de la crypto. C'est difficile de combattre ceux qui aujourd'hui sont des féroces pourfendeurs de la crypto sous l'angle spéculation, le crime, etc. Lorsque vous avez des Celsius, des Tether ou des Terra. Donc je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est quand on développe des protocoles, c'est d'améliorer aujourd'hui la finance traditionnelle. C'est pas de transposer les vices de la finance traditionnelle dans le monde de la crypto. Et ça, je pense que quand les projets, pas tous, mais quand pour la majorité des projets aura intégré ça, je pense qu'on aura fait un bond en avant parce que ça sera plus difficile politiquement de combattre ceux qui aujourd'hui ont des intérêts à ne pas voir ce nouveau monde émerger. Christophe? Non, tu as raison. Je me demande juste si, oui, ça va quand même être... Je pense quand même que du coup la régulation joue un rôle là-dedans. Il faut quand même à un moment donné commencer petit à petit à cadrer les choses parce qu'en effet, voilà, la communauté en effet crypto en général, il y aura toujours des gens qui vont essayer en effet se remplir les poches et avoir des projets qui sont pas du tout sérieux. Mais Pierre a raison, c'est évidemment ça qui va faire que petit à petit l'adoption va grandir. C'est les cas d'usage et le fait que ce soit un monde où on sente que c'est sérieux et qu'on va vers des solutions et pas vers des nouveaux problèmes. Oh, Christophe, j'ai une petite question forcément à vous poser. Vous avez récemment décidé, alors vous allez me dire si c'est anecdotique ou pas, mais de convertir l'intégralité de votre salaire pendant toute l'année 2022 en Bitcoin. C'est quoi? Pourquoi? Ouais, quel est l'objectif? Depuis un moment, j'essayais de mettre ce sujet à l'agenda, de mettre le sujet du Web3 en général, mais des cryptoactifs à l'agenda politique, et j'avais du mal. Et donc, vous savez, c'est comme quand quelqu'un attend un train et qui s'est un peu assoupi. Au début, vous essayez de le réveiller, vous lui dites « Attention, ton train est là », et puis il t'écoute pas, il continue à ronfler, et ton train est là, et à un moment donné, tu le secoues et tu le jettes à terre, et tu dis « Putain, ton train est là, tu vas le rater ». Donc c'était un peu ça que j'ai fait avec ce salaire en Bitcoin, c'est qu'à un moment donné, j'avais marre de pas arriver à mettre le sujet à l'agenda politique en Belgique, et donc je me suis dit « Bon, maintenant, il faut frapper un gros coup », et donc je l'ai fait de manière un peu rustique, si tu veux, en disant pendant toute l'année 2022, je vais pas percevoir, parce que le Parlement, c'est évidemment pas me payer en Bitcoin, donc je convertis tous les mois mon salaire en Bitcoin, je le garde simplement sur mon wallet, et puis voilà, on verra bien ce que j'en fais dans un an. Mais donc l'idée, c'était vraiment, c'est un acte politique pour éveiller les consciences. C'est évidemment pas un acte financier ou quelque chose que je conseille aux gens de faire aujourd'hui. C'est pas du tout mûr pour le moment. Mais voilà, c'était vraiment ça l'objectif.
Et ça a eu des répercussions, enfin, il y a eu quelque chose Ouais, derrière. je pense. Alors après, mais oui, alors il y a plein d'éléments qui font qu'on en parle plus, mais en tout cas, j'entends un journaliste me disait encore récemment que les deux plus grands partis politiques belges avaient, suite à ce que j'avais fait, avaient engagé quelqu'un en interne chez eux pour commencer à s'occuper des cryptoactifs, parce qu'ils s'étaient quand même dit bon, De Beuckelaer, il n'est pas tout à fait anarchiste, il est plus ou moins raisonnable. S'il s'intéresse à ce point à cette question, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière, et c'est qu'on doit peut-être aller voir plus loin que juste les grands titres, écologie, tous les poncifs qu'on jette contre Bitcoin. Donc je pense que ça a eu son impact, ouais. Alors voilà, et puis il y a toute une série de choses qui ont découlé de ça. C'est que du coup, on a commencé à organiser des conférences. Il y a pas mal d'intervenants ici qui sont venus, plusieurs fois en Belgique. Pierre était là. Donc on a commencé à créer une communauté. On a lancé la Brussels Blockchain Week, donc cette semaine autour de la blockchain en juin, première édition là maintenant. Donc on est un peu en retard sur tout ce qui se passe en France, mais on essaie de rattraper le coup. Et donc je pense que ça a été une étincelle, en tout cas dans l'écosystème belge aussi, cette annonce. Pierre, c'était une idée intéressante ou pas? Ah bah oui, quand on est au bottom, c'est pas difficile. Hein. Est-ce que tu aurais dit ça il y a un an? Pas sûr. En janvier, c'était pas encore si clair. Hein, quand même. Ouais, ça va quand même. Tu prends moins de risques. Non, moi je partage ça. Hein. De toute façon, j'ai une majorité de mon épargne qui est en crypto, et parce que je crois à la crypto. Après, je fais pas toujours les bons investissements, mais voilà, j'ai toujours cru dans la crypto depuis longtemps. J'ai pas investi quand j'y ai cru. J'ai d'ailleurs poussé pas mal de mes collègues parlementaires qui n'étaient pas parlementaires à l'époque, en 2013-2014, en disant il faut investir dans le Bitcoin. Moi, j'avais pas d'argent à l'époque. Ils l'ont pas fait. Ils s'en mordent les doigts. Donc voilà, mais je pense que de toute façon, quand on croit à ces thèses, c'est aussi un acte politique d'investir. Je veux dire, ceux qui parlent et qui font des analyses chartistes tous les jours, mais qui n'investissent pas en fait leur argent, bon, c'est pas vrai, c'est pas des believers, quoi. Mais je pense que ici, quand on participe à Surfing Bitcoin, on est quand même convaincu du potentiel de ces objets. Moi aussi, j'ai la même démarche. Puisque je parle de ça, il faut que personnellement je l'ai fait. Donc c'est ce que j'ai fait. En plus, comment faire fonctionner les ballettes, avec qui le faire et tout. Moi, mes premiers débats, j'ai dit, bon, d'accord, vous voulez me convaincre, Bitcoin et tout, comment je fais pour acheter une vigne en Bitcoin? Parce que moi, je suis viticulteur. Le gars à qui je vais acheter le vigne, il ne va pas se faire payer en Bitcoin. Donc, comment je vais faire? Alors là, on m'a dit que je pouvais convertir, qu'il y avait des plateformes, CoinHouse, tout ça, etc., qu'ils avaient des régulations à l'AMF, etc. Donc, après, je l'ai fait pour voir que ça marchait bien et tout. Alors, moi aussi, peut-être pas au bon moment, mais ça ne fait rien. C'était pour prouver que j'y croyais pour l'avenir, et donc je l'ai fait aussi. Dernière question peut-être, avant de laisser la parole à ceux qui ont des questions. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste là pour les années à venir sur justement cette place-là dans le débat là, du Bitcoin? Est-ce que ça va aller plutôt dans le bon sens, même si voilà, Pierre, vous avez quitté la vie politique, vous n'êtes pas. Voilà, qu'est-ce que vous pensez pour la suite? En tout cas, moi, je suis quand même assez optimiste sur le fait que tout ça va prendre une place et que ça va se développer. Je pense qu'il y a quand même certains fondamentaux. On a quand même des pays qui ont décidé que ça devenait une monnaie. C'est pas rien. Alors, on a beau dire que c'est des petits pays, etc. Mais évidemment, ça commence toujours par là. On a quand même vu certains cas d'usage dans la guerre en Ukraine qui ont marqué les esprits. Donc moi je pense quand même que les choses vont avancer. Maintenant la seule chose, est-ce que ça va avancer dans le bon sens? En effet, ça c'est la question. Est-ce qu'on va se retrouver dans un monde financier bis avec des gros intermédiaires qui vont et que en fait que finalement rien n'aura changé dans les fondamentaux, simplement on aura d'autres noms et d'autres visages et d'autres entreprises, ou est-ce que réellement on aurait participé à une démocratisation de la finance? Ça c'est une vraie question, et là je pense qu'en effet la communauté a un grand rôle à jouer pour mettre en avant une utilisation saine de toute cette technologie. Technologie, ça reste une technologie, hein, et voilà, après c'est ce qu'on en fait. Oui, moi aussi, je suis assez confiant en les cryptos dans leur ensemble. Bon, c'est ce qu'a dit Pierre, ça va prendre sa place petit à petit, mais le Bitcoin en particulier, parce que d'abord, c'est quelque chose qui, en nombre, sera limité dans le temps, qui est basé sur une industrie. C'est pas quelque chose qui est complètement éthéré. Et en plus, je vois, moi, l'énorme demande
qu'il y a en dehors, dans les pays qu'on dit en développement, quoi. Donc moi je pense que sur le long terme, bon je ne suis pas dans la semaine ou dans le mois, mais sur les 3 ou 4 ans et même l'avenir, moi je suis très confiant, moi, au contraire. Je pense que ça va se développer beaucoup. Alors, j'écoute ce que tu dis, bien sûr, il faut faire très attention et tout. Mais on revient à la régularisation. Dont, le capitalisme au début aussi, c'était la mafia et tout. Et c'est en fait par la régulation, par l'état de droit, que le capitalisme puisse se développer. Donc il faut trouver un équilibre entre les fondamentaux du début, tu vois, la décentralisation, la liberté totale, etc. Et la nécessité aussi de réguler un peu pour éviter des dérives. Bon, c'est ce juste milieu dans lequel on est maintenant. Et donc moi, d'un côté, je fais développer tout ce qui se passe, et de l'autre, je fais attention à ce que la régulation nécessaire ne bride pas tout ce qui est en train de se créer. Voilà. Bon. Pierre ? Ouais, je pense que les années qui vont venir vont être cruciales. D'une part parce que la réglementation européenne va être extrêmement dure. Je pense que ça sera un tournant pour l'industrie crypto. Soit il y a une application des règles qui est intelligente et pragmatique, et on consent que certains textes sont des erreurs d'un point de vue de la souveraineté et d'un point de vue économique. Et dans ce cas-là, on pourra rattraper, à mon avis, les dégâts qui ont été faits. Soit on continue dans une logique très fermée de transposition des réglementations qui aujourd'hui s'imposent au secteur bancaire et qui ont été transposées dans MiCA au secteur de la crypto. Et on risque, encore une fois, en fait, en Europe, d'être les clients en fait, ou des clients des filiales de GAFA, ou en tout cas de boîtes américaines qui aujourd'hui opèrent sur notre territoire. Donc ça, c'est l'enjeu d'un point de vue économique et souveraineté. Après, Bitcoin a vocation à s'installer, bien entendu, dans le débat sur le temps très long. On ne sait pas ce qu'il en sera dans 20 ans, mais force est de constater que dans la tendance, la prophétie autoréalisatrice que je disais, qui est celle de dire, en fait, quand vous êtes un bitcoiner, vous considérez qu'il faut holder votre bitcoin, et donc que le futur sera toujours plus vert avec cette monnaie, qu'elle prendra de plus en plus d'importance dans le système monétaire international, dans le store of value et dans sa capacité à être une monnaie d'échange. Je ne vois pas comment du fait de son fonctionnement et de sa raréfaction, on est un bitcoin qui baisse en importance. Après, est-ce qu'il restera à la tête du système et qu'il sera donc en fait vraiment l'or de cette nouvelle finance? Moi, c'est ce que je pense. Est-ce qu'il sera adopté comme monnaie d'un point de vue de la géopolitique par les États? Je le pense moins. Force est de constater qu'on voit bien que dans les débats géopolitiques, enfin en tout cas les rapports de force géopolitiques entre certains pays face à l'extraterritorialité du droit américain et de la puissance américaine au dollar, le Bitcoin va trouver aussi son importance. Mais il ne doit pas être que ça. Il ne doit pas être simplement un moyen de combattre l'hégémonie américaine sur le territoire financier. Je ne pense pas. Je pense que c'est bien plus que ça. Et donc, on verra quelle est la tendance. Mais très certainement que ça va aller en s'accroissant. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, ici. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de la perdre, de devenir, comme vous le disiez, Pierre, une filiale des grosses entreprises américaines, etc., avec Circle qui a déjà sorti un stablecoin euro. Est-ce que à vouloir légiférer, justement, on va pas se perdre, quoi, tout simplement? Je ne pense pas que ce soit le problème de légiférer, c'est mal légiférer ou c'est légiférer dans un certain sens, c'est le choix politique en fait. La loi en tant que telle, elle n'est pas bonne ou elle n'est pas mauvaise intrinsèquement. C'est pas le fait de réguler qui est un problème, c'est de faire des mauvaises régulations qui sont un problème. Quand la régulation est vecteur de stabilité, c'est une bonne chose. Or, vous l'avez très justement dit, le paradoxe, c'est le jour où MiCA est entériné dans le trilogue, qui est en fait l'instance paritaire où, entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen, est décidé en bout de course, en fait, le texte sortait Circle sortait Euroc, qui est donc le stablecoin européen. Et on se rend compte qu'en fait, le texte MiCA qui a été adopté rend quasiment impossible aujourd'hui d'avoir des opérateurs de stablecoin, des émetteurs de monnaie électronique quasiment systémiques.
Alors que le même jour, qui sort un stablecoin euro? C'est l'américain, régulé par qui? Les Américains. Bon, donc on comprend bien qu'il y a un problème, et je pense que d'ailleurs, les réactions politiques de ceux qui sont toujours opposés à la crypto sans savoir comment ça fonctionne, sans véritablement s'y intéresser, ont été assez absentes ce jour-là. Parce que c'est une connerie absolue. Je veux dire, quand on en est à voter une loi et on voit bien que les Américains nous dament le pion le même jour, on est quand même mis face à ses propres contradictions. Donc on va voir ce qui va se passer. Est-ce que le régulateur, dans l'application des textes politiques, va faire preuve de souplesse pour conserver cette capacité à innover et tout simplement à avoir des acteurs systémiques? Mais ça, c'est dans les 2 prochaines années, dans les actes délégués, qu'on verra. Et le deuxième point, pour ne pas monopoliser la parole, je pense que le principal enjeu, c'est est-ce qu'on aura sur notre territoire, parce qu'on est français, il y a des Français partout, dans tous les projets, etc. C'est vraiment, je pense qu'on est une des nations les plus fortes et surtout les plus étendues sur la crypto. On est à peu près partout à travers le monde. Mais force est de constater que des acteurs systémiques aujourd'hui en Europe, on n'en a pas beaucoup. Je veux dire, des acteurs qui sont en capacité de rivaliser avec Binance, des acteurs qui sont en capacité en fait, de rivaliser avec FTX, on n'a pas aujourd'hui. C'est ces acteurs systémiques qui demain feront le marché, qui seront peut-être monopolistiques dans certains secteurs, qui doivent être sur le territoire européen si on veut pouvoir avoir une souveraineté. La souveraineté, elle n'existe pas. À chaque fois, je le redis parce que tous mes collègues, mes anciens collègues, en fait, débattent de la souveraineté en disant on va faire un rapport sur la souveraineté. Mais en fait, la souveraineté, elle n'existe que si vous avez les entreprises sur votre territoire et que vous n'êtes pas là à héberger des filiales d'entreprises étrangères. Et donc, c'est ça le problème. Si vous êtes consommateur de produits étrangers, vous n'avez pas véritablement de souveraineté. Alors, on peut se dire, il n'y a pas besoin de souveraineté, ça ne sert à rien. Je veux dire, le produit, il est là. Mais finalement, si vous voulez réguler un secteur qui est aujourd'hui internationalisé parce qu'Internet, eh ben, vous avez besoin d'avoir la structure sur votre territoire. Voilà. Et aujourd'hui, force est de constater que les règles qu'on émette ne permettent pas toujours qu'elles soient. Bonsoir. Déjà, je tenais à vous remercier des combats que vous menez au quotidien pour nous permettre de quand même avoir un pied dans cette course qui nous partage entre les États-Unis et la Chine. Et c'est un peu compliqué. Je vais avoir une question un peu plus personnelle pour M. Cambacérès. On parlait d'adhésion sociale, justement, d'onboarding, de tout cet écosystème politique. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser justement au Bitcoin, à la blockchain, au NFT, à tout ça? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, tiens, il faut m'y intéresser, il faut créer? Merci de votre question. Je vais répondre de 2 façons. Bon, la première, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais puisqu'on me pose la question, je vais le préciser. C'est plutôt par l'industrie que je suis arrivé, pas par la finance. Parce que des amis, après avoir été député, j'ai en fait fait une société qui aidait les entreprises françaises dans les pays d'Asie. Et puis après les 5 dernières années, je me suis occupé beaucoup d'Afrique. Donc je connaissais la façon d'aider des entreprises françaises à s'implanter dans ces pays. Et le minage, le green mining, le green Bitcoin mining, c'est de l'industrie au début. Et donc la recherche de pays qui accepteraient ça et qui l'accepteraient, je veux dire, ça m'a permis de travailler très facilement parce que c'est un peu ce que je faisais avant. Et en passant par ça, j'ai rencontré petit à petit la communauté. C'est-à-dire tous ceux qui parlaient Bitcoin. Et là, j'ai retrouvé des valeurs, puisque vous m'intéressez sur le plan personnel, j'ai retrouvé des valeurs qui étaient très sociales finalement. Je ne parle pas libertarien, mais qui étaient de dire il faut la liberté, il faut la démocratie, il faut la décentralisation, il ne faut pas qu'il y ait quelques grands groupes qui donnent tout. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, des spécialistes m'ont expliqué que c'était plus compliqué que ça, qu'il fallait quand même réguler un peu et tout. Mais au début, voilà comment je suis arrivé. Et alors maintenant, ça m'intéresse et je vais essayer de trouver ce juste milieu. Vous savez, moi, j'ai beaucoup étudié le bouddhisme et on a la philosophie du juste milieu entre des apparences contradictoires. Donc, ça m'intéresse beaucoup et je vais m'y mettre, mais très, 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 très sérieusement. Mais je suis très modeste et j'ai beaucoup à apprendre au début. Donc c'est pour ça que pendant 1 an, je vois des gens qui connaissent bien le sujet. Je ne vais pas refaire ce qui est déjà fait. Je vais essayer, au contraire, d'être dans un secteur qui permettrait de développer, justement, de développer l'adoption du Bitcoin en s'adressant aux citoyens, à la société civile. Parce que vous, il y en a beaucoup qui sont déjà convaincus, les entreprises aussi, les banques, on connaît leur position. Donc ce qu'il faut, c'est rechercher ailleurs
des gens qui sont comme moi il y a 1 an. Et donc leur expliquer que c'est intéressant, que c'est pas que comme dans ta circonscription on te disait mais pourquoi tu t'intéresses de ça? Non, c'est pas que ça. Ça peut être une utilité sociale dans l'avenir. Voilà, j'ai répondu un peu à votre question. Merci. Bonjour à tous, je suis juste tout là-haut. On a parlé tout à l'heure de lobby bancaire par rapport justement au Bitcoin. Aujourd'hui, vous avez dit également que de plus en plus les investisseurs aussi épargnent en Bitcoin. Moi personnellement, nous on est dans l'investissement immobilier et de plus en plus les gens justement ont moins en moins de capital en fiat. Et les banques du coup font des blocus pour développer des projets immobiliers, que ce soit pour de la rénovation ou autre. Donc déjà, je voudrais votre avis là-dessus sur cette position-là, sur la manière de pouvoir peut-être trouver un échappatoire. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas penser dans ces cas-là à éduquer aussi, à sensibiliser plutôt les grosses sociétés françaises, type Vinci, L'Oréal ou autres, qui pourraient justement amener indirectement cette sensibilité sur le Bitcoin et sur son utilisation vis-à-vis de la politique? Non, donc ta première question, j'ai pas entendu parce que je te cherchais. Je t'ai toujours pas trouvé. Je suis tout là-haut, tout en haut à votre gauche. Ok, ça va. Donc la première question, c'était quoi en résumé? La première question, c'est aujourd'hui, on est confronté justement à une situation où on a peut-être une perte aussi de développement économique dans certains domaines, puisque les investisseurs s'orientent beaucoup sur tout ce qui est Bitcoin, tout ce qui est placement dans la crypto-monnaie. Et du coup, les banques ne vont pas lever des fonds puisqu'ils ne reconnaissent pas justement ces placements qui sont faits en épargne. Oui, d'accord. Oui, évidemment, ça c'est un souci. Ça fait partie du problème. Si je comprends bien, tu parles du fait que les avoirs en cryptoactifs sont pas reconnus et donc puissent pas participer normalement au monde de l'investissement, c'est ça? Exactement, on parle de 6 ou 7 chiffres et du coup, il y a des gens qui sont bloqués, qui peuvent pas investir et du coup, ça en tout cas, moi, au niveau national, c'est un de mes premiers combats parce que c'est facilement compréhensible pour les gens, c'est de se dire, là, il y a de l'argent qui est immobilisé et qui ne sert pas l'économie réelle, donc s'il vous plaît, c'est tout la question du droit au compte, etc., pour essayer de la fiscalité, d'éclaircir les choses, pour pouvoir rapatrier ces montants et puis après qu'ils puissent vraiment servir dans l'économie réelle. Bon, alors, l'étape d'après, ce serait que ça reste des cryptoactifs et que ça continue à pouvoir servir, hein, donc ça, voilà, mais c'est sûr que ça, c'est un des sujets principaux. Et l'autre question par rapport aux grandes entreprises, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye, mais je les ai eu, on n'a pas énormément de grandes entreprises en Belgique non plus, mais j'ai eu tous les patrons au téléphone, très difficile d'ouvrir le sujet. Donc voilà, pour l'instant, moi, dans ces gens-là, c'est encore tout à fait une fin de non-recevoir. Ouais, je pense qu'il ne faut pas négliger la distance qu'il y a entre nous aujourd'hui, quasi spécialistes du sujet, lorsque vous êtes dans cette salle, et un décideur public ou privé. Quand vous allez avoir des fonds qui gèrent plusieurs dizaines de milliards, de la finance traditionnelle, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de ça, c'est qu'ils ne comprennent pas. En fait, la finance traditionnelle ne comprend pas. Elle ne comprend pas le sous-jacent, elle ne comprend pas la valeur, elle ne comprend pas l'objet, elle ne comprend pas la demande de sa clientèle. Donc en fait, tout ça fait qu'aujourd'hui, quand vous avez une grosse boîte qui s'intéresse à la crypto, c'est sous l'angle d'achat de NFT sur Sandbox, ou c'est pas une critique, mais ce que je veux dire, c'est quand même simplement marketing. Mais on l'a vu en 2018. En 2018, beaucoup ont vendu la blockchain comme étant le moyen de révolutionner les systèmes d'information monétaires au sein des systèmes d'information, tout simplement, au sein des grands groupes. Vous ne faites pas de la blockchain quand vous avez confiance au sein de votre groupe, sinon c'est inefficace. Là c'est pareil, on voit aujourd'hui la hype des NFT, du métaverse, et les grands groupes souvent ils sautent dans une logique assez superficielle. Mais de toute façon, c'est avec les cas d'usage que demain L'Oréal, d'autres groupes prendront le pli. Mais ça ne se passera, à mon avis, la démocratisation se passera par notre génération, par le retail au bon sens du terme, c'est-à-dire l'individu, plus que par les grands groupes. Et après, il y aura sûrement une modernisation par le cas d'usage, mais je ne pense pas qu'il faille attendre que L'Oréal réinvente son business model avec de la crypto, je ne pense pas. Oui, pour répondre, justement, ça rejoint un peu
la question de tout à l'heure et ce que moi je veux faire, c'est que même les banques et tout ça, si leurs clients leur demandent de plus en plus, par exemple les family office disent bon mais il me faut tant de pourcents, ben, ils seront bien obligés de les adopter à un moment donné et de le rendre valable. Donc je crois beaucoup par la société civile et le développement de tout ça qui fera craquer le système de l'intérieur. Ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est ce qui commence à se passer dans les banques privées, d'ailleurs. Bonsoir. Je tenais déjà à vous remercier pour votre intervention, c'était très intéressant ici. Moi j'avais une petite question, donc j'ai 20 ans, je suis dans l'écosystème depuis 2016, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Je suis un petit peu plus pessimiste que vous sur l'évolution du système en France. Je ne peux m'empêcher de voir un petit effet rapport Terry avec Minitel versus Internet dans les années 80-90, si mes souvenirs sont bons. Notamment même au niveau des banques, hein, comme vous l'évoquiez, donc ce sera ma question. Aujourd'hui, moi, je dirige un média dans les cryptos et il nous a été impossible en France d'ouvrir un compte, même en passant par la Banque de France, etc. Donc, on a dû aller se réfugier à l'étranger. Et on ne peut s'empêcher de voir même des députés européens faire du zèle et refuser absolument les cryptos, aller à reculons, même avec des éléments argumentés. Donc je voulais avoir votre opinion sur le fait de savoir si il y avait une évolution de la pensée qui était déjà en marche, que vous aviez pu constater, ou si c'était peine perdue. Je pense que le français est pessimiste, vraiment. Et pour autant, je suis plus de nature pessimiste qu'optimiste. Mais je pense qu'il faut se battre. Moi, j'ai eu dans mon bureau pendant 5 ans des entrepreneurs qui beaucoup voulaient rester en France. Parfois, certains ont pris la décision d'aller à l'étranger. Parce que parfois, c'est pas possible, autrement. Et pas simplement pour des questions fiscales. Parce que ça, pour moi, c'est des questions de convenance. Quand vous êtes à savoir si vous payez 35% d'impôts ou vous payez 10%, c'est pas normalement une contrainte. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que votre business, vous pouvez le faire en France. Je vais pas faire un tacle aux avocats, mais je pense que les avocats ont aussi un rôle en la matière. Quand vos conseils vous disent c'est plus préférable d'aller à Abu Dhabi qu'en France, souvent vous les écoutez. Mais je pense qu'il y a une nécessité aussi de se battre pour rester en France. Je sais que c'est pas facile. Je pense que c'est plus difficile qu'ailleurs, dans certains endroits en tout cas, mais c'est pas impossible. Après, le vrai problème, vous le citez, c'est le premier obstacle qu'un entrepreneur crypto rencontre, c'est le droit au compte. Et ça, c'est même pas simplement un sujet politique, c'est vraiment un sujet de bataille économique entre deux acteurs qui se regardent en chien de faïence et qui sait qu'il y en a un qui va disparaître. Lequel, moi j'ai ma conviction, mais pour le coup, c'est plutôt ça l'enjeu. Mais rester en France, si vous voulez, même sur des modèles très régulés, c'est possible. Je veux dire, on peut s'en donner les moyens. Et il y a des projets qui peuvent réussir, qui prendront des risques, mais qui peuvent réussir en France. Je le crois profondément. Après, il ne faut pas jeter l'éponge. C'est-à-dire que si parfois la facilité tend à se dire on va à Zoug ou en Neufchâtel, je pense que c'est dommage. Donc il faut travailler à cet équilibre. Vous pouvez avoir une partie des activités en France, vous pouvez avoir une autre partie des activités à l'étranger et toujours considérer que la substance elle est faite en France et que votre entreprise elle emploie des gens en France. Après, voilà, il y a des choses qui sont possibles, mais c'est aussi la question de la difficulté et du risque que vous voulez prendre. Et moi, je pense que plus il y a d'entrepreneurs qui restent en France, qui, face aux régulateurs, face aux politiques, disent voilà, nous, on veut rester en France parce que on est français, on habite ici, on n'a pas envie d'aller s'expatrier, c'est pas pour des questions fiscales, on veut faire monter ce business en France, pas simplement dans une logique nationaliste ou patriotique, mais qu'on veut simplement en fait construire notre business ici. Je pense qu'il y aura plus de rapports de force et plus de possibilités de discuter. Si tout le monde se dit bon bah en fait je me barre, je vais outre-Atlantique ou je vais à Neuchâtel ou à Zoug, no offense pour ces juridictions, bah, je pense qu'en fait on a déjà perdu le combat. En tant que Français, on sera dans tous les boards à l'étranger, mais nos boîtes ne seront pas françaises. Ah non, mais c'est tout à fait ça. Je me permets juste de rebondir une dernière fois. C'est un propos général, c'est pas du tout une critique. C'est juste que je pense que vous me pointez le premier problème qui ne doit pas être négligé et pour lequel le politique a une vraie responsabilité, c'est contraindre les banques
contraindre les banques. Nous, je parle en tant que média, on peut tout à fait exercer en France. Notre société immatriculée en France, on paye des impôts en France, mais notre compte est à l'étranger pour des raisons administratives. Ce qui n'est pas normal, bien sûr. Je suis ce qui n'est pas normal. Et je peux vous raconter 15 000 anecdotes sur le rapport de force entre Banque de France, ACPR, et comment est-ce que j'ai essayé de tordre un peu le bras des fédérations bancaires pour les obliger à ouvrir des comptes bancaires. Il y a une vraie réticence qui s'approche plus de la mauvaise foi, plus que simplement en fait une querelle d'un point de vue réputationnel ou de la peur de sanctions extraterritoriales du droit américain. Donc il y a besoin que le politique se réveille sur cette question et qu'elle n'écoute pas toujours le milieu bancaire répéter le même mantra d'ailleurs contre et envers en fait la CPR en disant ce secteur-là n'est pas régulé, ce secteur-là est véhicule d'instabilité et de criminalité, et ce secteur-là ne respecte pas les règles aujourd'hui de compliance que nous respectons. C'est faux. Aujourd'hui, quand la banque dit ça, c'est faux. Et d'ailleurs, c'est pas très sympa pour la CPR qui essaye de faire un travail de régulation derrière PSAN, etc. Donc je pense qu'il y a un enjeu, c'est de se battre aussi contre parfois c'est ce verrouillage au niveau bancaire. Merci. Ouais, merci beaucoup, merci.